Si l'on cherche les origines de la colonisation entreprise par les Français, on peut les remonter à près de 1000 ans, à l'époque de la première croisade. Elle fut organisée par le pape Urbain le II, lui-même d'origine française, proclamée dans la ville française de Clermont et menée pour la plupart par des chevaliers français. Ce furent également eux qui, par la suite, prirent le contrôle des terres conquises. On peut donc, au sens formel, les considérer comme les premiers colonisateurs français. Et si l'on parle de colonies au sens d'exploration de territoires inexplorés, là encore, les Français n'ont pas joué un rôle négligeable. Par exemple, des marchands français établirent des comptoirs commerciaux dans ce qui est aujourd'hui le Sénégal et la Sierra Leone dès le milieu du XIVe siècle, plutôt en réalité que les Portugais, longtemps considérés comme les grands explorateurs de la côte africaine. Pourtant, le véritable commencement de l'ère des empires coloniaux au sens classique du terme survint avec la découverte des Amériques, qui rendit soudain possible la conquête de territoires immenses. À l'époque du voyage de Christophe Colomb, la France, déjà l'une des principales puissances européennes, se trouvait au cœur de la vie politique du continent et ne tardait jamais à saisir de nouvelles occasions d'étendre son influence. Il lui était presque impossible de rester à l'écart de la course au trésor d'outre-mer. Sa géographie même se prêtait naturellement aux expéditions maritimes dans toutes les directions, et les ambitions de la France en Europe avaient toujours été élevées. Ainsi, au début du XVIe siècle, la France se lança à la recherche de nouvelles terres au-delà de l'océan. Le pays sortait peu à peu de ses guerres interminables en Europe, et la victoire dans la guerre de 100 ans contre l'Angleterre donna aux Français, du moins pour un temps, un avantage dans l'exploration du Nouveau Monde. En somme, l'histoire de l'empire colonial français commence avec l'âge des découvertes. Bien que les Espagnols aient été extrêmement actifs dans la conquête de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, s'emparant d'immenses territoires, ils ne purent embrasser l'infini et de vastes étendues demeurèrent inexplorées en Amérique du Nord. Les succès spectaculaires des Espagnols, qui découvrirent d'immenses gisements d'or et d'argent dans le Nouveau Monde, transformèrent les expéditions maritimes, passant de simples entreprises privées à des questions d'importance étatique. Ainsi, en 1534, sur ordre du roi François Ier, l'expédition de Jacques Cartier fut envoyée, débarquant sur le territoire de l'actuel Canada. Son objectif était avant tout de trouver des gisements d'or que Cartier ne découvrit pas. Il explora cependant la côte du Labrador et revendiqua ces terres au nom de la couronne française. La première expédition de Cartier fut suivie de 2 autres, mais l'exploration française s'interrompit ensuite pendant plusieurs décennies en raison des guerres de religion entre catholiques et huguenots dans la seconde moitié du XVIe siècle. Après la fin des guerres, la colonisation des Amériques reprit, surtout grâce aux efforts de Samuel de Champlain, explorateur du Canada. Il a étudié la région des Grands Lacs et fondé la ville de Québec, qui est devenue la capitale de la colonie de la Nouvelle-France. Aujourd'hui encore, la plupart des habitants de Québec parlent français. À ce stade de l'exploration nord-américaine, les Français considéraient explicitement les nouvelles terres comme des colonies. Des établissements permanents étaient nécessaires pour assurer un flux régulier de ressources vers la métropole. Pour cette raison, les dirigeants de la France encouragèrent activement la réinstallation de sujets français outre-mer. L'essor de l'activité coloniale eut lieu sous le cardinal de Richelieu, qui considérait les colonies comme un moyen de contrer les Habsbourg, dont l'empire était si vaste que, selon l'expression consacrée, le soleil ne s'y couchait jamais. Richelieu accorda une grande importance à la construction d'une marine et de ports, encouragea la création de compagnies de commerce coloniales et favorisa le développement continu du Canada. À son époque, les Français fondèrent Montréal, qui, tout comme Québec, demeure aujourd'hui francophone. Bien que la politique coloniale française ait parfois connu des périodes d'accalmie, l'expansion générale s'est poursuivie de façon constante. Un souverain succédait à un autre, mais tôt ou tard, la France revenait toujours à l'expansion de ses possessions d'outre-mer. Pendant toute cette période, les colonies étaient perçues soit comme des sources de ressources, soit comme des instruments pour contrer les empires rivaux, et le plus souvent comme les deux à la fois. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, la France passa des expéditions commerciales aux annexions et aux conquêtes pures et simples. À l'ouest, elle s'empara de plusieurs îles des Caraïbes, colonisa la Guyane et Haïti. À l'est, elle chercha à se rapprocher de l'Inde, le prix ultime convoité par tous les colonisateurs. La France prit possession de la Réunion et de l'île Maurice,
tenta de s'implanter à Madagascar et acquit de petits comptoirs côtiers en Inde auprès des souverains locaux, qu'elle transforma en place forte. Pourtant, c'est dans les Amériques que la France s'est le plus activement étendue. Les Français descendirent le fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. L'ensemble du bassin fluvial fut déclaré terre de la couronne, sous le nom de Louisiane. À l'embouchure du fleuve, ils fondèrent la Nouvelle-Orléans, la principale ville du sud français. Pourtant, de telles acquisitions n'avaient d'allure impressionnante que sur les cartes. Il y avait bien trop peu de colons français pour contrôler des territoires aussi vastes, même si le gouvernement non seulement encourageait activement la migration, mais favorisait également les mariages mixtes entre Français et femmes autochtones. Des forts et des avant-postes isolés étaient souvent attaqués par les tribus locales. Dans les régions du Nord, les colons souffraient énormément pendant les hivers. Dans ces conditions, les colonies françaises en Amérique du Nord n'ont subsisté que pendant une brève période. Pour ne rien arranger, la Grande-Bretagne s'imposa comme une rivale de plus en plus puissante, s'étendant le long de la côte atlantique et soutenant ses propres colons. Au final, les colons britanniques surpassèrent largement en nombre les Français et étendirent leurs revendications de manière agressive, ce qui mena inévitablement à des conflits et des affrontements. Bien que les colonies des deux empires aient été administrées depuis leur métropole, avec le temps, à mesure que les populations et les possessions territoriales augmentaient, les colons commencèrent à se comporter avec une autonomie croissante. À la fin du XVIIe siècle, la rivalité entre les colons anglais et français en Amérique était devenue un conflit propre, façonné par des intérêts locaux. Son évolution ne se contentait plus de refléter les événements en Europe, mais les anticipait parfois. Les guerres entre la Grande-Bretagne et la France éclataient périodiquement en Europe, et chaque fois, les combats s'étendaient aussitôt à leurs colonies en Amérique. Non pas tant par solidarité avec la métropole, que parce que les rancœurs locales s'étaient déjà accumulées. Néanmoins, les principaux changements territoriaux dans les colonies dépendaient encore des affaires européennes. Deux guerres européennes ont profondément modifié la carte de l'Amérique du Nord. Au début du XVIIIe siècle, l'Europe fut plongée dans la guerre de succession d'Espagne, qui dura plus de 10 ans. Après la mort du dernier roi espagnol de la lignée des Habsbourg, le trône resta vacant, et la France, qui en revendiquait la possession, fut vaincue par la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Autriche. En vertu du traité de paix, les Français furent contraints de céder une partie de leurs possessions canadiennes à l'Angleterre. Même après cette guerre, la France demeura la deuxième puissance coloniale après l'Espagne. Mais au début du XVIIIe siècle, les prétentions de la Grande-Bretagne à l'hégémonie en Amérique du Nord se firent de plus en plus affirmées. La prochaine grande guerre à bouleverser les colonies fut la guerre de 7 ans, parfois qualifiée de première guerre mondiale en raison de son ampleur considérable. Toutes les grandes puissances européennes y prirent part et les combats s'étendirent à l'Europe, à l'Amérique et à l'Asie. Cette fois-ci, la guerre coloniale en Amérique ne découla pas d'un conflit européen, mais le précéda. À présent, les affrontements en Amérique déclenchaient de nouvelles vagues d'anciens différends en Europe, et la guerre faisait rage avec encore plus de violence. La piètre performance de la France en Amérique provenait de sa colonisation relativement tiède comparée à celle de l'Angleterre. Au début de la guerre, l'armée française en Amérique comptait la moitié des effectifs de l'armée anglaise. Les Britanniques s'emparèrent de Québec et chassèrent les Français du Canada. Ironie du sort, leur colonisation énergique de l'Amérique allait bientôt leur coûter cher, car leurs colons devinrent assez puissants pour défier la métropole et conquérir leur indépendance. Sur d'autres fronts de la guerre de 7 ans, la France ne connut pas un sort plus favorable. Elle capitula et fut contrainte de céder à la Grande-Bretagne la majeure partie de ses colonies. Tout le Canada, toutes les terres à l'est du Mississippi, plusieurs îles des Caraïbes ainsi que ses possessions en Inde. L'ouest de la Louisiane, encore moins peuplé que le Canada, et tout aussi peu rentable, fut cédé à l'Espagne. Après la guerre de 7 ans, la Grande-Bretagne s'imposa comme la principale puissance coloniale et chercha à exploiter la moindre faiblesse de la France pour la dépouiller des colonies qui lui restaient, car la stabilité était précisément ce qui faisait cruellement défaut à la France à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, puis sous Bonaparte, la politique coloniale de la France connut de nouveaux échecs. La campagne d'Égypte de Napoléon,
qui visait à établir une colonie sur la mer Rouge afin de barrer la route des Indes à la Grande-Bretagne, se solda par une défaite. Pendant ce temps, à la fin du XVIIIe siècle, une révolte éclata dans la colonie française de Haïti et, contre toute attente, triompha. L'armée de Napoléon ne parvint pas à la réprimer et Haïti devint le premier État latino-américain à obtenir son indépendance. Pour couronner le tout, Napoléon se défie de la Louisiane. Par un traité avec l'Espagne, la Louisiane fut brièvement rendue à la France pour être aussitôt vendue aux États-Unis. Pourquoi la vendre? Parce que la France était de nouveau embourbée dans des guerres sur le continent, et défendre un territoire aussi vaste en Amérique était impossible. La Grande-Bretagne poursuivait résolument sa propre expansion coloniale, ayant pratiquement chassé la France des Caraïbes. Napoléon craignait que la Louisiane ne tombe elle aussi aux mains des Britanniques, alors il la vendit aux Américains pour l'en empêcher. Aujourd'hui, l'État moderne de Louisiane rappelle cet héritage français. Après les guerres napoléoniennes, qui se soldèrent par une nouvelle défaite française, il ne subsistait guère plus que des fragments de l'empire colonial français. L'histoire de l'empire colonial français aurait dû s'arrêter là. Et il est d'autant plus remarquable de constater avec quelle rapidité la France non seulement a rattrapé le terrain perdu, mais a même dépassé ses réalisations antérieures. Mais cela est une histoire pour une autre fois.